Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, la colère des producteurs de lait. Pas assez rémunérés à leur goût, ils réclament une hausse des prix des ventes. Reportage à suivre de Vosges Télévision dans quelques instants dans ce journal. Des prix qui grimpent et des habitudes modifiées. L'inflation n'est pas sans conséquences sur le pouvoir d'achat des Français. Alors pour s'adapter, certains changent leurs habitudes alimentaires, nous montrera TV7 depuis un marché bordelais. Son témoignage raconte l'horreur de l'histoire. 97 ans, Ginette Kolinka est l'une des dernières escapées du camp d'Auschwitz. Pour entretenir le devoir de mémoire, elle raconte sa vie aux plus jeunes et vous allez voir un reportage dans l'Est réalisé il y a quelques jours par Moselle TV qui a suivi son intervention auprès de lycéens. Enfin, une visite princière en Corse. Le prince Albert de Monaco a inauguré le nouveau musée archéologique de l'île de Beauté, un établissement qui atteste de l'histoire commune entre les deux rives de la Méditerranée. Tous les mérites salaires, c'est inspiré de ce slogan que des agriculteurs vosgiens ont manifesté leurs inquiétudes cette semaine dans un hypermarché. Ces derniers ne s'estiment pas assez rémunérés et exigent une hausse du prix du lait. Sécheresse et inflation sont notamment évoqués pour expliquer cette situation. Un éclairage d'Anthony Sapp et d'Anne Didier pour Vosges Télévision. Une mobilisation d'agriculteurs dans les rayons d'une grande surface, des images que l'on a déjà vues à de multiples reprises et c'est bien là le problème. Malgré les lois Egalim, puis Egalim 2 qui doivent garantir une meilleure prise en compte des coûts de production des agriculteurs pour leur assurer une rémunération plus juste, ces derniers se sentent toujours floués et sont venus le faire savoir ici, à Jessé, ce lundi après-midi, à travers une nouvelle opération coup de poing sur le prix du lait. Egalim nous promettait la construction du prix à l'endroit, comme on aime le dire, c'est-à-dire on part du coût de production du producteur et on arrive à un prix final. Tandis qu'aujourd'hui, dans les négociations, on parle toujours de prix final. Hop, ça découle en échelle et puis derrière, finalement, c'est toujours le producteur qui fait la variable d'ajustement. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, il y a des choses qui sont allées dans le bon sens à travers Egalim, sauf que là, nous sommes dans des situations de marché qui sont absolument inédites et inattendues aussi de notre part, il faut qu'on l'avoue. Et malheureusement, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de dire si le lait nous est payé au prix où il continue à être payé, eh bien les élevages laitiers vont partir. Entre sécheresse et inflation, effectivement, les coûts de production ont considérablement augmenté ces derniers mois. Le calcul est donc simple, pour avoir une rémunération proche de celle de leurs voisins européens, les producteurs de lait français demandent que le prix moyen du litre soit supérieur d'au moins 21 centimes par rapport à ce que le consommateur paye aujourd'hui. Du lait acheté dans les magasins à moins de 1 euro, ça ne permet pas une rémunération du producteur, tout simplement. Et parce que ce qu'on constate aussi, c'est que nos pays limitrophes, les pays voisins, Luxembourg, Belgique, Allemagne, sont à plus de 20 centimes de plus que nous dans le lait vendu aux consommateurs. Aujourd'hui, c'est des contrats tripartites, c'est-à-dire le producteur, le transformateur et le distributeur. Mais seulement le distributeur et le transformateur parlent de prix. Aujourd'hui, le producteur est complètement exclu des discussions. Et théoriquement, si Egalim était appliqué comme elle devrait l'être, normalement, le producteur devrait avoir un prix décent pour vivre de sa production de lait. Cette opération se voulait pédagogique, mais les agriculteurs comptent bien hausser le ton s'ils ne sont pas rapidement pris au sérieux. Ces inquiétudes autour du lait ne sont pas sans lien, bien sûr, avec l'inflation galopante constatée sur de nombreux produits alimentaires depuis quelques mois. Sur les marchés, les consommateurs ont déjà changé leurs habitudes pour s'adapter à des prix qui ne cessent de grimper. Exemple à Bordeaux, vous allez le voir avec ce sujet de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Face à l'augmentation des prix, certains se serrent la ceinture et réduisent leurs achats de nourriture. Les quantités diminuent ou des produits disparaissent de leur alimentation. La viande, on mange de moins en moins de viande en fait. Non, moi je renonce pas à la viande. J'achète la viande ici, elle est démente. J'en mange moins souvent peut-être, j'en mange une fois par semaine à peu près. Les bouchers font le même constat. Franchement oui, ils ont diminué leur quantité beaucoup. Avant ils prenaient un rôti de 1,2 kg, maintenant ils prennent plus un rôti d'1 kg, 800 grammes. Idem chez les poissonniers dont les prix ont augmenté de 10 à 20%. La hausse du carburant fait que les pêcheurs sortent moins en mer, donc obligatoirement ça se répercute sur la marchandise. Alors du coup, est-ce que vous avez perdu des clients ? Forcément. Ils achètent beaucoup moins déjà et ils regardent au prix. Et ceux qui ne renoncent à rien en termes d'alimentation font d'autres choix. J'achète pas non plus certaines cochonneries, des trucs inutiles, des choses comme ça. Et moi, je réduis pas un budget d'alimentation qui est peut-être plus haut chez moi que chez d'autres. Mais il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut réduire notre consommation avant de toucher à l'alimentation. Si beaucoup restent fidèles au marché, d'autres sont contraints d'y renoncer. Sur certains produits, je suis obligée de me rediriger vers les grandes surfaces parce que justement, c'est un peu trop cher sur les marchés. Et malgré ça,
le budget augmente. Je dirais peut-être de 5 € en moyenne par semaine, en sachant que je n'achète pas de viande. Donc c'est vraiment que des produits laitiers, des légumes, des féculents, enfin voilà, des produits qui ne sont pas forcément très chers de base. Et là, je trouve que même avec ça, ça a augmenté. Voilà, et si vous cherchez d'autres solutions pratiques pour faire des économies, pourquoi ne pas vous tourner vers le marché de l'occasion? Il est en plein essor depuis quelques années. Et dans la Somme, une boutique de jouets s'est même spécialisée dans ce type de vente avec 300 références disponibles. Bonne pour l'environnement et le porte-monnaie, l'initiative séduit de plus en plus de consommateurs, comme a pu le constater Wéo, la chaîne de la Voix du Nord. Regardez. Et si vos jouets s'offraient une seconde vie? Dans cette enseigne, figurines, voitures et autres jeux de société ont quitté leur coffre à jouets pour retourner à la vente. La tendance en particulier, ce sont les Playmobil. Ça plaît beaucoup effectivement aux enfants. L'autre tendance également, ce sont les livres pour enfants, puisque je les vends à 50% du prix du neuf. À l'heure de l'inflation, la chasse aux bonnes affaires devient monnaie courante. Sur Internet, via les réseaux sociaux ou dans les enseignes spécialisées, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers les produits de seconde main. La vie est tellement chère que là, du coup, on prend ce qu'on peut pour pas trop cher, on va dire. Ça nous permet de trouver des Legos qu'on ne trouve plus dans le commerce. Et puis autant remettre à l'ordre du jour des... Enfin, c'est inutile que les choses partent à la benne, donc nous, on aime bien aussi recycler. L'occasion, un modèle à la fois économique et éco-responsable. Selon l'Agence de la transition écologique, 100 000 tonnes de jouets finiraient chaque année à la poubelle. Alors dans sa boutique, Fabien Delrue propose aux particuliers de racheter leurs vieux jouets, environ 25% du prix à neuf. C'est du gagnant-gagnant, que ce soit pour le client qui vient me vendre effectivement ses jouets ou ses jeux, puisqu'il repart tout de suite avec son argent. Et pour moi, ça me permet aussi de garantir à mon client final la qualité en fait, des jouets, puisqu'ils vont être contrôlés, ils vont être nettoyés si besoin et complétés également. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a 3 ans, 4 Français sur 10 se disaient convertis aux produits de seconde main, un chiffre toujours à la hausse. Sûr que ces jouets auront encore de belles histoires à raconter. Sans transition dans ce journal, découvrons à présent le témoignage poignant d'une rescapée du camp d'Auschwitz. Ginette Kolinka, 97 ans, a survécu au pire. Elle se déplace aujourd'hui partout en France à la rencontre des plus jeunes pour raconter son histoire bouleversante. Objectif, transmettre et entretenir le devoir de mémoire des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle était il y a quelques jours dans l'Est pour s'exprimer et échanger avec 400 lycéens. Et Jean Milon pour Moselle Télévision a pu recueillir leurs témoignages. Le témoignage est fort, la salle silencieuse. 2h30 durant, Ginette Kolinka raconte son histoire dans les détails les plus sombres. Comment ne pas être bouleversé? Il y a des personnes qui dénonçaient les Juifs, mais il y en avait aussi, on les a surnommés les justes. J'ai vécu avec beaucoup d'émotions parce que j'ai quand même eu les larmes aux yeux, je pense, les 3/4 de cette conférence. De par son explication, son témoignage, et aussi parce que ce qu'elle raconte, c'est un peu les horreurs de la guerre. Je suis désolé, je suis un peu ému. Ce sentiment qu'elle a réussi à partager tout en ayant ce caractère un peu comique, très positif comme dame, et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Juive athée victime de la haine, Ginette Kolinka reste néanmoins une femme pleine d'humour. Son intervention aura marqué les lycéens. C'est mieux d'avoir des témoignages de personnes qui ont tout vécu que de se servir de manuels. Eh bien, moi, je ne pardonnerai jamais aux nazis. On a tué mon père, on a tué mon frère, on a tué des bébés. Si moi je dis j'ai souffert, c'est terrible, c'est affreux, c'est l'enfer qu'on a vécu. Et si sur un journal on dit on les battait et tout ça, c'est sûr que moi ce que j'ai dit a plus de valeur que ce qu'on dit. Longtemps discrète sur son passé de déportée, elle sillonne aujourd'hui la France entière pour transmettre son expérience. À 97 ans, elle est une des dernières ambassadrices de la mémoire. Les nazis, ils ont commis des erreurs à l'époque et donc c'est important de faire transmettre le message et de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et on espère de tout cœur que ça ne se reproduira jamais, parce que les hommes sont tous égaux en soi. Transmettre pour ne surtout jamais oublier. Voilà la tâche que s'est confiée Ginette Kolinka. À leur tour, les jeunes générations deviendront ainsi les passeurs de mémoire.
Écoliers, collégiens ou lycéens, tout le monde a retrouvé son rythme éducatif depuis la rentrée. Parmi les élèves de retour en classe, certains d'entre eux sont en situation de handicap. En milieu ordinaire ou spécialisé, on fait le point sur leur rentrée avec ces enjeux, avec Hervé Lisa, journaliste pour Via Occitanie, qui fait partie du groupe La Dépêche. Des couloirs larges aux tables réglables, dans ce collège et lycée, tout est pensé pour les enfants en situation de handicap. À Ramonville, aux portes de Toulouse, cet établissement spécialisé accueille 160 élèves. Ils sont 10 par classe maximum. Le programme scolaire est identique à celui du milieu ordinaire. En revanche, il y a tout un tas d'ateliers éducatifs qui n'existent pas en milieu ordinaire. On a ici, en fait, en plus du scolaire, un accompagnement médico-social qui est composé en fait, d'une partie soins, rééducative et éducative. Un accompagnement spécialisé, donc, qui séduit ses élèves. On n'est pas jugé. En fait, ici, on est tous pareils. On a tous un handicap et on vit tous la même chose. Et je pense que la principale qualité de Jean Lagarde, c'est la solidarité avec les élèves. Contrairement à Fessal, de nombreux enfants choisissent la scolarisation en milieu ordinaire. Ils sont alors suivis par des accompagnants d'élèves en situation de handicap, dit AESH. Autre possibilité, les classes Ulysse, des unités localisées pour l'inclusion scolaire. 24 élèves en bénéficient dans cette école carcassonnaise. C'est l'ensemble de la communauté qui doit s'intéresser aux élèves en situation de handicap. Pour notre académie, j'ai donné 2 priorités cette année, la qualité de l'accueil et la qualité du parcours des élèves. Au total, 15 000 enfants en situation de handicap sont accompagnés dans l'académie de Montpellier. Voilà, et c'est bien connu, les petits comme les grands ne sont généralement pas de grands fans de la dictée. C'est pour rendre plus agréable et accessible l'exercice qu'une association organise des dictées géantes partout en France. Dernier passage à Limoges, un reportage sans faute et dans la bonne humeur d'Alain Druot pour 7 à Limoges, la télévision sur place. Parfois, fort attendu. C'est une première à Limoges, mais c'est au moins la 401e dictée pour tous, avec un peu plus de 50 participants de tous âges, réunis près du centre Jean Le Bail. Pour mesurer ta réussite, des feutres. On organisait pas mal d'événements dans nos quartiers, en région parisienne, dans le 95 à Argenteuil, et on a eu pas mal de sollicitations par rapport aux mamans. On a beaucoup vu des tournois de foot, des événements caritatifs, etc. Et on voulait apporter justement une touche ludique à ce genre d'événement. Donc d'où est venue l'idée de la dictée pour tous. On s'est dit, c'est à faire à Limoges. Le moment de partage, le moment de, on va dire, de solidarité un petit peu, qui peut se créer aussi à ce moment-là. Et puis, un vrai moment de partage. Tu retrouveras une pléiade de copains. Avec 3 niveaux, de primaire à senior en passant par le collège, ce fut presque une balade. Extrascolaires. Je me suis vraiment amusée. Il y a 2 mots pour lesquels je doute, évidemment, pléiade et bigarré. Oui, j'ai toujours été à l'aise avec l'orthographe depuis mon plus jeune âge, donc ça va. On appréhende toujours quand on organise dans une ville qu'on n'a pas forcément eu d'événements auparavant. Et franchement, l'organisation a été nickel. Et je remercie beaucoup l'association Bouger pour l'accueil et toute la logistique qui a été mise en place avant mon arrivée. Un rendez-vous est pris pour une nouvelle organisation l'année prochaine. Après 2 années difficiles marquées du sceau du Covid, les associations font également leur rentrée en ce mois de septembre. Un moment évidemment crucial pour tenter de séduire un maximum de public à leurs activités. L'enjeu est d'abord financier pour ces structures fragilisées par la crise. Alors comment se porte le secteur associatif? Élément de réponse au forum des associations des Clés-sous-Bois dans les Yvelines avec Julien Leroy, journaliste pour TV78, la chaîne des Yvelines. Une année de renaissance. C'est ce que constate le secteur associatif après 2 années de pandémie de Covid-19. Ce dimanche, au Forum des Clés-sous-Bois, les 150 associations de la ville ont pu observer une hausse des adhésions en cette rentrée. Le forum de l'année dernière a été vraiment un forum de reprise où les adhérents étaient relativement frileux, alors que cette année, le premier tour que j'ai fait au niveau des stands d'associations démontre qu'il y a une réelle reprise au niveau des adhésions. L'association L'Éclat GR propose des activités de gymnastique rythmique. Pas de baisse significative pour ses 200 adhérents. Cela a permis à l'association de maintenir son budget annuel de 60 000 €. Comme on ne pouvait plus faire de compétition, en fait, on a eu des finances qui ont été plutôt positives. Mais l'année dernière, on a beaucoup dépensé parce qu'on a dû proposer beaucoup de réductions à nos adhérents suite à tout ce qu'ils avaient perdu.
Là, on est revenu à un financement normal. La situation s'améliore aujourd'hui au niveau des bénévoles. La structure en avait perdu plus de 60% durant la pandémie. Pour l'Union de retraités des Clés-sous-Bois, la période Covid était très compliquée pour ce public vulnérable. L'association qui organise des activités comme des lotos ou encore des goûters avait perdu 50 adhérents sur ses 200 membres. Ça a vraiment été très dur pour l'association. Personne ne voulait aller à la salle lorsque ça a réouvert. Cette journée du forum a permis à l'association de recruter une vingtaine de nouveaux adhérents. Avec plus de 300 000 € de subventions versées chaque année, les Clés-sous-Bois assurent que le secteur associatif s'est bien maintenu dans la ville. Cette édition 2022 du Forum des associations est revenue à des niveaux de fréquentation d'avant-crise sanitaire. Sans transition, direction la Loire, dans cette édition où les motards ont décidé de sensibiliser les élus à leurs problématiques routières. Passages mal entretenus, piétons ou automobilistes pas assez attentifs. L'opération Motard d'un jour doit permettre d'engager un dialogue constructif. Alors cela a-t-il fonctionné? Réponse avec Anthony Verpillon de la rédaction de TL7, la chaîne de la Loire. La rencontre a débuté par un briefing de ce à quoi les élus devaient être attentifs. Entre deux dames qui ne sont pas aux normes et zones de travaux pas assez nettoyées, les motards ont voulu adresser quelques messages. Aujourd'hui, dans une voiture, on met ses mains sur le volant. À la limite, les gars, ils téléphonent, ils pianotent et ainsi de suite. Et puis, il rate un trottoir, il va péter sa jante. Mais c'est pas grave que nous, si on rate un trottoir, on est tout de suite au tapis, quoi. Quand ils réfléchissent infrastructure, aménagement routier ou qualité des routes, qu'ils puissent appréhender la particularité du deux roues. Premier arrêt, justement cette zone de travaux qui pose problème. De trop nombreux graviers jonchent le sol alors que les machines ne sont plus là. Mais aussi ces plots pour empêcher de tourner qui sont un vrai danger, notamment par temps de pluie. Cette session permet donc d'engager le dialogue. En mettant à quelque chose de physique, ça va dissuader. Et l'objectif, c'est aussi de dissuader parce que pour garantir la sécurité. Il ne faut pas que ce désir de protection, il affranchisse le piéton de sa responsabilité aussi, parce qu'aujourd'hui, le piéton, il se jette sur la voirie, sans regarder, avec son écouteur ou son téléphone. Et après une quarantaine de kilomètres, le regard des élus évolue forcément sur ces problématiques. Et c'est vrai qu'en particulier, dans certains endroits, avec les plaques sur le sol, sur la voirie, on s'aperçoit qu'il y a un danger, que quelque part, lorsqu'on est en voiture, on ne contrôle pas tout à fait ou qu'on n'évalue pas tout à fait. C'est une préoccupation constante pour les élus comme pour les gens des services, mais il est bon de temps en temps d'avoir un petit rappel de vaccin sur les problématiques des deux roues qui ne sont pas celles des quatre roues, ni même des piétons. Notez que d'autres rencontres de ce type pourraient également avoir lieu, pour les cyclistes notamment. Réduire sa consommation de plastique pour protéger la planète. L'objectif est désormais connu de tous. Il est même ancré dans la loi pour certains plastiques à usage unique, notamment comme les pailles. Réduire notre empreinte environnementale, c'est aussi l'ambition d'une agricultrice dans la Sarthe. Cassandra Bourmeau, c'est son nom, est dirigeante d'une entreprise qui produit des pailles 100% écologiques. Grâce à elle, fini la pollution, le temps d'un cocktail, place à une paille naturelle fabriquée à base de brins de seigle. Explication d'Enzo Maubert pour LMTV Sarthe. Au départ, il y a ces brins de seigle qu'il faut éplucher et envoyer dans ce grand conteneur. À l'intérieur, une machine de pointe au secret bien gardé qui transforme un simple brin en une paille made in Sarthe. Elle prend le brin en entier, elle le visionne, elle repère les morceaux de paille qui nous intéressent, donc elle mesure, elle prend le diamètre et après elle coupe. Ensuite, quand c'est coupé, on a un système de prise qui va trier par taille pour nous permettre derrière ranger en panier et gagner du temps. Un temps précieux car il faut ensuite nettoyer et trier les pailles à la main. On repère les pailles qui ont été cassées avec toutes les manipulations. On repère les pailles qui ont un défaut, une tache. Et puis, on repère aussi les tailles. Parce qu'on peut avoir des petites différences de taille, donc ça, on y fait attention. Résultat, près de 200 000 pailles sortent de l'entreprise chaque mois. Et selon Cassandra Bourmeau, c'est l'alternative idéale face au plastique et au carton. Il n'y a pas de traitement, il n'y a rien. On n'a même pas mis de vernis. Elle a sa couleur naturelle, elle est brillante de nature. Mais en plus, elle résiste à toutes les boissons chaudes, toutes les boissons froides. Elle peut même absorber des boissons épaisses, comme des smoothies, des choses comme ça. Commercialisée dans la grande distribution et vendue auprès des professionnels, la petite paille sartoise est attendue au Salon international de l'alimentation à Paris en octobre. Une belle vitrine pour l'entreprise qui espère, à terme, produire 50 millions de pailles par an.
Manger des produits locaux et de qualité, qui n'en rêve pas pour ses repas? Difficile néanmoins d'accéder à des aliments de proximité dans certaines zones rurales où les commerces se font de plus en plus rares. Alors pour combler ce manque, dans le Val d'Oise, une petite commune vient d'installer un distributeur ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les habitants peuvent ainsi acheter des légumes, viennoiseries ou miels locaux quand ils le souhaitent. Une initiative saluée par les habitants, comme a pu le constater Raphaël Hutin et Elisa Zanetta de la chaîne Via 95. Une envie de fraises ou de viennoiserie, ces casiers installés sur le parking de la mairie d'Averne en distribuent à toute heure du jour et de la nuit. Emilia, avernoise depuis 4 ans, se procure environ 2 fois par semaine ses produits du terroir favoris. Je quitte tard souvent, donc les boutiques sont fermées déjà pour ça, pour le pain par exemple. Et puis là, les produits de la région, puisque j'aime beaucoup la moutarde de la région, l'huile. Pour manger local, les 870 habitants de ce petit village du Vexin n'avaient pas tellement le choix. Le marché a lieu seulement tous les 2e samedis du mois et la boucherie demeure la seule boutique de proximité de la commune. C'était important pour les consommateurs mensuels du marché de pouvoir avoir régulièrement leurs produits. Donc on a dit pourquoi pas des casiers. C'est des choses qui existaient plutôt à la ferme. Mais comme on a des petites exploitations ici, c'est compliqué pour les agriculteurs de porter eux-mêmes ces financements. Un point de vente supplémentaire et davantage de visibilité pour les 6 producteurs locaux qui proposent ici leurs produits. Des fruits, des légumes, des viennoiseries, des biscuits et même de l'huile et du miel. C'est quand même un village très passant, c'est Vexin, tout le monde passe, tout le monde visite et pourquoi pas régaler tout le monde. Au total, ces casiers ont coûté près de 75 000 €, dont plus de la moitié a été subventionnée par l'État dans le cadre du plan France Relance. Un maraîcher qui est à 10 km d'ici peut savoir combien de produits il a vendu et s'il doit réapprovisionner ou pas ses casiers. Côté prix, les clients déboursent la même somme qu'au marché ou à la ferme, puisqu'aucune commission supplémentaire n'est prélevée. En France, ce sont plus de 500 distributeurs alimentaires comme celui-ci qui ont été mis en place, dont une dizaine en Île-de-France. Des produits locaux, la Bretagne n'en manque pas. Alors parmi les richesses culinaires de cette région, il y a bien sûr l'élevage des moules, soit la mytiliculture, selon le terme professionnel. C'est pour en savoir un peu plus sur ce milieu qu'une entreprise locale organise des sorties en bateau au milieu des pieux où se trouvent les moules, comme vous le voyez sur ces images de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Des sorties qui intéressent autant les locaux que les touristes, propos recueillis par Mathilde Kemener de TBO. Donc imaginez-vous effectivement, en combi certes, mais dans une eau à peut-être 8-9 degrés, devoir plonger pour faire un nœud à la main sur tous les pieux que vous voyez là. On propose justement aux gens de découvrir l'envers du décor, comment on produit les moules. Généralement les gens sont assez contents, ils sont même assez surpris de la difficulté du métier. Quand on voit le prix d'un kilo de moule, le travail qu'il y a à faire, impensable quand même. C'est vraiment pas cher, un kilo de moule. C'est un métier qui doit être mis en valeur et voilà, de profiter des ressources qu'il y a près de chez nous. Je trouve ça très très intéressant. Allez, restons en Bretagne pour découvrir à présent l'un des plus beaux hôtels de la région, le Nessie. Cette bâtisse rénovée il y a tout juste 4 ans vient de recevoir un label prestigieux et rarement décerné. Une récompense qui n'a pas été, vous allez le voir, sans effet sur sa fréquentation. Un sujet de Claire Griot de la rédaction de TVR à Rennes. Perchée sur la presqu'île du Nessay, cette bâtisse du 19e siècle est bien connue des promeneurs. Ouvert en juillet 2018, après 1 an de travaux, cette ancienne colonie de vacances est devenue un hôtel 4 étoiles de charme, à l'atmosphère chaleureuse, où chaque fenêtre s'ouvre sur la mer. Alors nous nous trouvons dans une de nos 17 chambres du coup de l'hôtel du Nessay. Chaque chambre a sa décoration, sa propre décoration. Tous les objets de chaque chambre sont chinés. Ce sont des objets un peu vintage qui rappellent du coup cet esprit maison de famille. Depuis début août, le château se distingue en devenant l'unique hôtel breton à obtenir le prestigieux label Small Luxury Hotels of the World, un label attribué aux établissements de luxe intimistes avec moins de 50 chambres. Ils ne sont que 500 dans le monde et 50 en France à l'avoir décroché, un gage de visibilité, notamment à l'international.
La répercussion a été très rapide en fait. On a à peine eu le label au début août. Nos ventes se sont ouvertes sur le site internet de SLH et on a eu déjà dans le premier mois une quinzaine de ventes spécifiques faites via cette passerelle-là. De quoi motiver l'équipe de 40 professionnels et 30 saisonniers l'été. Valable 4 ans, le label sera bientôt visible sur la façade du château avec une plaque de bronze officielle. Voilà, on referme ce journal en Corse où le prince Albert de Monaco s'est rendu il y a quelques jours pour inaugurer le musée archéologique de Mariana. L'établissement rassemble près de 500 objets retrouvés près de la commune de Luciana et témoigne de l'histoire du site depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge. Écoutez à ce propos le prince Albert au micro de Marco Muccielli pour Via Télé Paese en Corse. Quand M. Galetti m'avait parlé de ce projet, j'ai dit écoutez, c'est vraiment extraordinaire. Et puis de comprendre un petit peu toute l'étendue de fouilles qui ont déjà eu lieu, mais de fouilles aussi potentielles. Ça sera vraiment un lieu très très important pour non seulement pour l'archéologie, mais pour la compréhension de toutes nos origines méditerranéennes et de tout ce qui a fait ces échanges extraordinaires entre tous les peuples de la Méditerranée. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce grand JT des territoires. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.